Bonsoir à tous. À la une de ce journal, c'est la consternation totale dans les Bamboutos, département situé dans la région de l'Ouest. Un jeune Camerounais de 22 ans a été tué lors d'une altercation survenue en plein Noël. Un homme en tenue est pointé du doigt. Comment en est-il arrivé à utiliser son arme contre un civil? Le récit des faits en ouverture de ce journal. Le feuilleton juridico-politique concernant Guillaume Soro continue de susciter des passions et des débats sur le continent africain. Guillaume Soro qui critique Alassane Dramane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, l'accusant d'être derrière ce mandat d'arrêt international émis contre lui. L'opposition qui monte au créneau pour défendre l'ancien président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire. Quelles sont les dernières informations concernant Guillaume Soro et l'attitude et le climat social dans ce pays d'Afrique de l'Ouest? Nous en parlerons dans la page internationale du 20h. C'est tout un village qui est sous le choc après le meurtre d'un jeune Camerounais de 22 ans dans la nuit de Noël dans le département du Bamboutos, situé dans la région de l'Ouest. Une vive altercation éclatée entre des jeunes et un homme en tenue, selon des témoins, a tiré sur l'un de ces jeunes. Il est mort sur le champ. Un de ses amis a survécu avec des blessures. Il s'exprime dans ce reportage signé Raphaël Tchoko et Nadine Yambou. Toute une famille en larmes. Elle pleure la disparition tragique de leur fils tombé sous les balles d'un gendarme dans la nuit du 25 décembre 2019. La scène se déroule à Galine, dans le département de Bamboutos, région de l'Ouest Cameroun. Selon des témoins, tout est parti d'une violente altercation entre bandes de jeunes dans un snack bar. Il y a certains gars qui ont bagarré à l'intérieur, au bar même, on les a fait sortir. Quand les policiers ont constaté, les hommes ont constaté qu'il y avait trop de la foule, on a tiré en l'air, ils ont un peu dégagé. Le gendarme en question maintenant, quand le premier policier a tiré, le gendarme a commencé à tirer au marché en désordre. C'est où ça a pris le pied d'un jeune garçon. Il a commencé à crier. Présent sur les lieux au moment des faits, ce témoin raconte les circonstances de la fusillade du jeune Rodrigue Pangeboko, 23 ans, jusqu'à la découverte de son corps éventré par des balles. Et le portier de ce bar, il a vu la lutte que le gendarme venait avec. Il a donc fermé le bar. Il a bousculé la porte, il est entré. Il a tiré sur ce petit don. Mon mari a donc arrêté sa mère, j'étais en train de fuir pour prendre la position dont nous étions. En partant, il a encore tiré. Ça a pris le petit s'est baissé, arrêté le pied de mon mari en disant que ouais tonton, la balle m'a pris. C'est où maintenant il se tourne, il constate que tous ses intestins étaient dehors. C'est où on l'amène à l'hôpital, on arrive à l'hôpital, que l'hôpital d'ici ne pouvait pas intervenir. On l'a amené à Bouddha, arrivé à Bouddha, il n'a pas pu résister. Voici Albert Prossi, il est l'un des survivants de cette fusillade. Il est actuellement interné à l'hôpital du district de Bouddha. C'est avec la gorge nouée qu'il raconte le traumatisme et l'horreur vécue durant cette nuit de Noël. Ce bar en train de boire et les gens qui ont commencé à bagarrer, on les a mis dehors, ils ont continué les bagarres dehors pendant tout le temps. N'importe qui cherchait à sortir. C'est quand on sort dans ce qu'on arrive, quand je sors dans ce qui arrive à l'extérieur, moi aussi, c'est vrai que j'entends un coup de feu. Premier coup de feu là-bas, ça m'a pas pris. Deuxième coup de feu, quand on me met en fuir, moi aussi je veux fuir, mon pied ne bouge plus. Une enquête est ouverte pour élucider les circonstances de ce drame qui ébranle une communauté. Le gendarme incriminé pour sa part médite actuellement sur son sort dans les geôles de la cellule de la compagnie de gendarmerie de Bouddha. Le tribunal administratif du littoral à Douala vient d'annuler la procédure d'attribution du terminal à conteneurs du port de Douala. Cette décision vient d'être rendue publique. En clair, elle confirme des irrégularités décriées durant une procédure où le groupe Bolloré et APM avaient été disqualifiés.
Se plaignant d'être victimes d'une procédure controversée, ils ont saisi le tribunal administratif. Dans un premier temps, il a suspendu la procédure d'attribution du terminal à conteneurs. Ensuite, il a annulé cette procédure. Après avoir essuyé ses revers judiciaires, le port autonome de Douala réagit en précisant que les activités du terminal à conteneurs seront gérées à travers une régie déléguée, le contrat de concession de DIT étant arrivé en son terme d'ici janvier 2020. Le port autonome de Douala fait valoir ses droits sur la gestion du terminal à conteneurs. Cependant, le groupe Bolloré n'a pas lâché prise. Des rebondissements pourraient intervenir d'ici janvier 2020. Alors que Boko Haram sévit encore dans plusieurs localités du Septentrion, les organisations des Nations Unies souhaitent inciter les jeunes à s'engager dans le développement local à travers la participation au processus démocratique, processus électoral, également l'implication dans la gestion des affaires de la cité. D'autres précisions avec Amadou Daïrou et Kediara. De jeunes ambassadeurs de la région de l'extrême nord, formés par l'UNESCO. Il s'agit de 30 jeunes filles et garçons qui ont été à l'école de la sensibilisation des populations touchées et meurtries par la secte Boko Haram. Avec la vulgarisation des attaques et le bilan qui ne cesse de s'alourdir, les habitants de la région sont pour certains cloîtrés dans la peur. Il sera question pour ces jeunes gens de les remotiver et les aider à sortir de leur torpeur. Ce que nous allons faire en tant qu'ambassadeurs de la paix et dans ces zones qui sont vraiment touchées par la crise, c'est d'aller et de les rassurer, surtout que nous sommes dans un processus de cohésion sociale, un processus de rassemblement, qu'on ne peut pas laisser la terreur nous prendre le dessus sur nous, mais surtout que nous allons, il faut qu'on revienne ensemble, gérer nos choses ensemble et véritablement participer au développement national. En effet, depuis quelques jours, les membres de la secte Boko Haram reviennent à la charge et plongent plusieurs familles dans la tourmente. Pour se protéger, certains cherchent refuge dans des endroits plus calmes et sécurisés. Afin que ces récentes intrusions n'influent pas sur les élections couplées de 2020, la sensibilisation portera également sur le sujet. Objectif, en parler avec les personnes en âge de vote pour les inciter à faire valoir le droit de citoyen. Comment prévenir les conflits, comment gérer les conflits, et surtout avec le processus électoral qui approche. Nous pensons que nous allons véritablement contribuer, faire tout ce qu'on peut faire pour que les élections se passent dans un climat de paix et de sérénité. Donc nous allons sur le terrain sensibiliser les personnes afin que l'élection qui s'annonce de 2020 soit faite dans une tranquillité durable. Ces 30 jeunes sont issus de la deuxième vague de Formi. La première, quant à elle, avait rendu ses produits en juin dernier. Ils ont reçu leurs écharpes des mains du premier magistrat municipal de Marouane. La problématique de l'engagement des jeunes dans le processus électoral reste une préoccupation majeure pour la société civile. Elle a tenu à interpeller ces jeunes à Yaoundé sur les enjeux de leur participation aux élections législatives municipales et surtout leur droit de regard sur la gestion des affaires publiques et leur capacité à pouvoir faire pencher la balance en faveur d'un candidat susceptible de prendre en compte leurs préoccupations dans la mise en place des politiques publiques adressées aux jeunes. Cette rencontre s'est tenue à Yaoundé. D'autres précisions avec Marcelin Gansop. Le double scrutin du 9 février 2020 va donner l'occasion de mesurer l'intéressement des jeunes à la chose politique et électorale. Cet engagement s'est jusqu'ici heurté à la frustration que ressentent ces jeunes devant l'incapacité des gouvernants et des élus à apporter des solutions concrètes aux nombreuses préoccupations quotidiennes. Si le changement passe par les urnes, il passe surtout par l'engagement réel des jeunes qui doivent faire valoir leur influence numérique et cognitive. Je compte me mettre en avant d'abord et encourager toutes les jeunes femmes à se mettre en avant, à s'impliquer un peu plus dans le processus électoral. D'arrêter de se dire que c'est l'affaire des autres, c'est l'affaire des hommes et de faire en sorte que l'empreinte féminine soit un peu plus remarquée dans le processus électoral et dans la vie politique et publique du pays. En tant qu'ambassadeur de la paix, je prends les responsabilités d'informer aux jeunes, de participer davantage dans la chose politique avec l'avènement des élections du 9 février 2020.
Voilà qui a déterminé la société civile, à travers Dynamique mondiale des jeunes, à outiller une trentaine de jeunes afin qu'ils puissent suivre rigoureusement le processus des élections couplées du 9 février et veiller à ce que les élus qui en sortiront assument effectivement leurs responsabilités. Ils ont été outillés à pouvoir avoir des connaissances en tant qu'observateurs dans un bureau de vote. Il doit avoir des grands yeux, il observe tout ce qui se passe autour de lui, il prend des notes et il écoute énormément et qu'il ne se laisse pas distraire par des petits cadeaux qui seront offerts pour l'amener à quitter nos bureaux de vote par exemple. C'est donc à l'exercice du devoir de veille citoyenne que ces jeunes sont invités. Ils doivent cesser d'être des spectateurs pour devenir de vrais acteurs du jeu qui s'annonce. On va faire un mapping où on va déployer ces jeunes-là dans les différents bureaux des votes pour pouvoir leur permettre d'exercer tout ce qu'ils ont appris ici comme capacités qui ont été renforcées afin qu'ils collectent des informations assez pertinentes pour faire bouger les lignes. Responsabilité démocratique et participation raisonnée aux processus électoraux. Tel est le chemin sur lequel Dynamique mondiale des jeunes engage le fer de lance de la nation dans la perspective du double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020. L'accélération de la décentralisation peut-elle être effective à travers la mise en place des délégués régionaux pour ce ministère? L'installation de ce délégué dans la région de l'Est a suscité de l'espoir pour les autorités administratives, assignant les missions à ce délégué régional du ministère de la décentralisation de pouvoir accompagner les communes et autres collectivités territoriales décentralisées sur les différents pouvoirs et compétences qui leur seront transférés pour le bien-être des populations. Reportage Benjamin Essam. Le suivi et l'exécution des compétences transférées aux collectivités territoriales décentralisées de l'Est seront désormais faits par ce natif du département de la Bumba-Ngoko. Mabessi Sylvain, qui a ainsi pris fonction, connaît bien la région où il est appelé à exercer comme tout premier délégué régional de la décentralisation et du développement local. J'ai d'abord travaillé dans l'Est, l'immensité du territoire. La diversité sociologique, donc je suis bien conscient des défis qui m'attendent. La région de l'Est qui compte 33 communes doit résolument s'arrimer à cette décentralisation. Nous avons été nommés pour accélérer. C'est un fait qui est déjà existant. La décentralisation était déjà là avec les textes qui viennent d'être cités par Monsieur le gouverneur et les différents intervenants. En l'installant dans ses fonctions, Grégoire Mvongo, le gouverneur de l'Est, lui a demandé d'accélérer la décentralisation dans les communes de l'Est. Mabessi Sylvain prend fonction au moment où le projet de loi sur la décentralisation se trouve sur la table du Parlement camerounais. Et ces projets de loi ont été promulgués par le président de la République du Cameroun. Et les textes de loi sont désormais disponibles sur le site internet de la présidente de la République. Les informations publiées également sur le compte Twitter et Facebook du chef de l'État du Cameroun. La récente rencontre entre le collectif de Dr PhD recalé et le ministre de l'Enseignement supérieur continue de hanter les esprits de ces recalés. Que s'est-il réellement passé ce jour? Les promesses du gouvernement ont-elles calmé les ardeurs de ces docteurs PhD qui manifestent depuis une dizaine de jours? Élément de réponse avec Marcelin Gansop. En allant à la rencontre du ministre de l'Enseignement supérieur, les docteurs recalés ont pensé que le professeur Jacques Famdongo était porteur d'une bonne nouvelle en guise de cadeau de Noël. Malheureusement, ces derniers vont vite revenir les pieds sur terre lorsque l'échange avec le chancelier des ordres académiques vire presque à un monologue qui va finalement accoucher d'une souris. On s'est rendu compte que, en fait, d'échange, il s'agissait d'un véritable point de presse. À la limite, on n'avait même pas la possibilité de poser des arguments. L'atmosphère étant lourde face à ce mépris de la souffrance des autres et à l'inertie devant autant d'injustices. J'ai fait un petit malaise, j'ai préféré sortir. À la fin de tous les échanges, on s'est rendu compte que l'objectif principal, c'était de nous amener à lever le mot d'ordre des grèves.
Chose impossible pour ce collectif qui attend du gouvernement une réponse favorable sur la liste additive de 222 recalés transmise récemment. La liste additive que nous demandons, c'est pour réparer cette injustice. Nous ne demandons pas que les camarades qui ont été recrutés soient enlevés de la liste, mais que cela soit réparé par une liste additive. Donc, à cette doléance, il a dit qu'il ne pouvait pas, à son niveau, donner une solution. Et que nous devons rentrer dans les universités, commencer le processus au niveau des départements, des décanats, des établissements ou bien des écoles et passer encore devant un CCA avant qu'une décision soit prise. Là encore, la réponse du collectif ne s'est pas fait attendre. On lui a répondu tout simplement que tous ces 200 docteurs PhD qui revendiquent une liste additive sont déjà passés par ce processus au cours du recrutement qui est passé. Ils ont été auditionnés devant un jury, ils sont passés devant un conseil de département, un conseil d'établissement et un conseil d'université où ils ont eu des avis. La preuve, c'est que nous avons des camarades qui, dans le processus, ont été affectés dans d'autres universités où ils n'ont pas été auditionnés. Donc, cet argument ne peut pas tenir pour ne pas mettre une liste additive pour corriger les injustices. En fin de compte, rien à se mettre sous la dent, puisqu'aucune bonne nouvelle n'a été ramenée du cabinet du ministre. Les enseignants recalés, revenus bredouilles, se sont contentés de leur arbre de Noël en guise de consolation. 12 jours après, le sitting continue. Et ces derniers n'entendent fléchir que devant l'annonce de leur recrutement. Ni le froid, ni la canicule de décembre ne diluent leur détermination. Des Camerounais en parlent très peu. La prise en compte des personnes handicapées dans le processus électoral, notamment sur les listes des candidats retenus pour cette élection législative municipale, mais leur préoccupation au centre des débats durant cette campagne électorale à venir d'ici janvier 2020. Ils ont été édifiés sur leurs droits et leurs devoirs dans le cadre du processus électoral. Plus ample d'explications avec Ike Cyril dans ce reportage. La prise en compte de l'aspect handicap dans le processus électoral au Cameroun intéresse la société civile. C'est à la faveur d'un atelier de formation à l'intention des éléments des forces de l'ordre et de défense organisé à Yaoundé. Familiariser les forces de maintien de l'ordre avec les besoins spécifiques de protection des personnes handicapées, parce qu'il y en a de plus en plus qui votent et qui sont aussi candidats aux élections. Donc ils vont participer au processus électoral. Donc il va falloir que les mesures de sécurité qui sont prises prennent en compte cette cible particulière que constituent les personnes handicapées. Des éléments de la police et de la gendarmerie prennent part à l'atelier. Ils reçoivent des notions de prise en charge applicables spécifiquement aux personnes vivant avec un handicap. Une personne malentendante qui, dans une situation de risque, ne peut pas suivre une consigne. Si elle a été identifiée au préalable par les forces de maintien de l'ordre qui sont sur place, ils sauront que cette personne-là a besoin d'une assistance particulière. La même chose pour un déficient visuel qui a sa canne. Dès qu'il arrive avec sa canne, les forces de maintien de l'ordre qui sont sur place doivent pouvoir l'identifier. Les élections municipales et législatives auront lieu le 9 février prochain. Pour le réseau camerounais des organisations des droits de l'homme qui organise l'atelier, les personnes vivant avec un handicap ne doivent pas se sentir exclues du processus. Dans l'escale internationale, Guillaume Soro continue de critiquer le président Alassane Dramane Ouattara après le mandat d'arrêt international émis contre lui. Au moment où il se rendait en Côte d'Ivoire, il a dû rentrer en Europe après avoir essuyé un refus, selon ses propos, faux au retort des autorités ivoiriennes qui estiment qu'il a lui-même décidé d'aller vers le Ghana et ensuite rejoindre l'Europe après avoir été informé d'une éventualité de son arrestation une fois qu'il aurait foulé le sol ivoirien. Depuis lors, ses proches multiplient les sorties pour dénoncer cette attitude des autorités administratives ivoiriennes. Plusieurs de ses proches ont également été interpellés. On fait le point avec Gladys Sidier. Il était attendu en Côte d'Ivoire après plus de 6 mois d'absence, mais son avion a finalement dû changer d'itinéraire, visé par un mandat d'arrêt international. Guillaume Kibafori Soro serait de retour en Europe. Via son compte Twitter, l'ancien chef de la rébellion ivoirienne dénonce un coup du pouvoir.
Il est poursuivi pour tentative d'atteinte à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national et pour détournement de deniers publics pour un montant d'environ 1,5 milliard de francs CFA. Selon le procureur Richard Adou, qui en direct de la télévision ivoirienne dit s'appuyer sur des preuves aux mains des renseignements, dont un enregistrement qui n'a pas été rendu public. Une information judiciaire a été ouverte immédiatement contre M. Soro Kibafori Guillaume pour présomption grave de tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national, de recel de détournement des deniers publics et de blanchiment de capitaux. Le conseil de Guillaume Soro conteste tout ce qui lui est reproché et évoque plutôt une cabale politique contre un candidat à la présidentielle de 2020. Le président de GPS tient à informer l'opinion nationale et internationale de la vacuité de ces charges. Il n'échappe à personne que ceci est du dilatoire. Nous tenons à préciser à l'opinion nationale et internationale qu'en ce qui concerne l'opération immobilière d'une résidence pour le compte d'une société civile immobilière, elle s'est effectuée en 2008, du temps où M. Laurent Gbagbo était président de la République de Côte d'Ivoire, pour le prétendu enregistrement audio, qui serait la preuve dont disposerait l'accusation. M. Guillaume Kibafori Soro n'est pas surpris de la machination ainsi ourdie. En réalité, toute cette entreprise vise piteusement à écarter M. Guillaume Kibafori Soro de la course à la présidence de la République pour l'élection de 2020. Les forces de l'ordre ont perquisitionné lundi le siège du parti Génération et Peuple Solidaire. Plusieurs partisans ont été arrêtés et transférés au centre pénitentiaire d'Abidjan. Guillaume Soro, de son côté, multiplie les tweets dans lesquels il invite la jeunesse ivoirienne à rester mobilisée. Il bénéficie du soutien de l'opposition qui dénonce le mandat d'arrêt émis contre lui. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Le tribunal administratif du littoral annule la procédure d'attribution du terminal à conteneurs du port autonome de Douala. Dans un premier temps, cette procédure avait été suspendue après une plainte introduite par le groupe français Bolloré et APM qui se plaignait d'avoir été disqualifié lors d'une procédure controversée avec des irrégularités. Le port avait saisi la Cour suprême et celle-ci avait donné raison au tribunal administratif, donnant raison également à Bolloré. Aujourd'hui, la procédure est annulé, ce qui signifie que le groupe suisse qui avait été retenu ne sera pas le concessionnaire du terminal à conteneurs, et également le port de Douala qui a réagi estimant que lui-même il va gérer à travers une régie déléguée ce terminal à conteneurs, étant donné que la concession de DIT, filiale de Bolloré, arrive à son terme à la fin du mois de décembre 2019, mais Bolloré ne lâche pas prise. Il n'a pas encore dit son dernier mot, lui qui avait demandé l'arbitrage du chef de l'État sur ce dossier, estimant qu'on pouvait lui accorder 2 ans durant un sursis et permettre au gouvernement de relancer la procédure. Que va-t-il se passer dans ce dossier? Une question qui reste en suspens. Serge Alain. Depuis son exil, Guillaume Kibafori Soro se met à table. Vous avez vu ces multiples tweets depuis l'annonce de ce mandat d'arrêt international émis contre lui. Guillaume Soro qui regrette d'avoir accompagné Alassane Dramane Ouattara durant ces années qu'il a passé à la tête de ce pays, la Côte d'Ivoire. Lui qui dénonce une dictature, une cabale, une machination contre lui. Pourtant, le procureur ivoirien estime qu'il y a suffisamment d'éléments à charge contre lui, raison pour laquelle il y a eu ce mandat d'arrêt qui a été émis. Depuis lors, l'opposition également est montée au créneau en Côte d'Ivoire pour exprimer la solidarité à l'endroit de Guillaume Soro, candidat déclaré à l'élection présidentielle prévue en 2020 en Côte d'Ivoire. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel d'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous lundi 20h. Rendez-vous lundi 20h.